Quand on parle en particulier de clientèles qui ont des difficultés au niveau de l'adaptation puis de leur fonctionnement, puis qui ont besoin d'un certain soutien pour réaliser certaines tâches au quotidien, on peut pas juste penser que la technologie va être une solution magique. Mhm. Euh, mais ça peut soutenir, mais il faut quand même former les gens qui vont pouvoir assurer que ça soit fait de manière sécuritaire, encadrée, emmener la personne à être motivée de manière intrinsèque et pas juste forcer les personnes à faire de l'activité physique. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 116, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, intervention psychosociale, psychoéducation et gamification avec Stéphanie Turgeon, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche, de près ou de loin, à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle est de contribuer au développement et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça d'un côté à travers le balado, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller auprès d'entraîneurs et d'organisations sportives, mon poste de professeur universitaire et ma contribution à des études dans le domaine du développement des professionnels de la santé. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de Temps d'arrêt, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami. Be a friend, tell a friend. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif ainsi que ton propre développement positif, ton propre développement professionnel en faisant aller ton réseautage. L'épisode d'aujourd'hui va être particulièrement intéressant pour les personnes qui interviennent auprès de clientèle ayant des besoins particuliers, comme les déficiences intellectuelles ou les troubles du spectre de l'autisme. Même si on fait, à travers la conversation avec Stéphanie, quelques tangentes sur le sport en général et la gamification. Au début de la conversation, on part du doctorat de Stéphanie qui parle éventuellement du jugement, du développement du jugement professionnel. Par la suite, on touche davantage aux besoins et aux limites des interventions auprès de clientèle ayant des besoins particuliers. Et à la fin, on parle des difficultés d'adaptation et un peu la mentalité là, autour du sport en général. Et vous allez voir la rigueur de sa compréhension de la démarche scientifique vers la fin là, de la conversation. Vous allez voir ça. Et si vous êtes un entraîneur ou une entraîneure qui fait affaire avec des personnes ayant ce genre de besoins particuliers-là, on passe un bon 20-30 minutes à la fin à discuter un peu de toutes les nuances à prendre en considération. Et comme je l'ai dit dans le passé, quand une personne vient sur le podcast et qu'on pose une question et que la réponse c'est ça dépend, généralement, ça veut dire qu'on devrait probablement se fier à son jugement professionnel parce que plus souvent qu'autrement, particulièrement en lien avec ce sujet-là, euh, les réponses ne sont pas noires ou blanches, elles sont plutôt pleines de nuances de gris pour ne pas faire un jeu de mots avec un des vieux films que tout le monde connaît. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Stéphanie Turgeon. Stéphanie Turgeon est psychoéducatrice, membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Elle a effectué des études au baccalauréat en psychoéducation à l'Université du Québec en Outaouais et a ensuite poursuivi ses études à la maîtrise et au doctorat en psychoéducation à l'Université de Montréal. Stéphanie est passionnée par le sport et ça, je vous le dis parce que c'est une collègue à distance de bras, mais aussi une amie elle est capable d'en courir sur un temps, en plus d'avoir beaucoup d'énergie. Et elle est passionnée par le sport parce qu'elle a évolué en gymnastique pendant ses études pour ensuite effectuer 5 ans d'athlétisme et de cross-country sur le circuit universitaire. Pendant ses études universitaires, Stéphanie a travaillé comme éducatrice auprès de personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle dans des milieux résidentiels ou dans des centres d'activité. Cette expérience de travail lui a permis de reconnaître les barrières personnelles et environnementales à la pratique du sport ou de l'activité physique pour ces personnes. Stéphanie a obtenu un poste de professeur au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais en 2020. Plus spécifiquement, dans son rôle de professeur, elle étudie leurs effets sur le bien-être psychologique, social et physique de différents groupes de population, dont les étudiants athlètes, les athlètes élites et les personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. Une des questions qui guident ces études, plus particulièrement auprès de ces personnes-là, c'est
comment diminuer la sédentarité de ces personnes et accroître leur participation à de l'activité physique. Et c'était le sujet central d'une de ces études dont on discute principalement lors de la conversation que vous allez entendre dans quelques instants. Et puis, dans mes conversations, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on change quand même de vitesse jusqu'à un certain point. Ben, un, parce que je pense que c'est nécessaire. Deux, parce que ça m'intéresse. Et de trois, parce que dans mes conversations récentes avec quelques entraîneurs et un collègue, je me suis rendu compte que on n'avait pas encore assez parlé du coaching en lien avec les Olympiques spéciaux et les clientèles ayant des besoins particuliers. Alors aujourd'hui, on change un peu de voie pour toucher à différents groupes de population qui requièrent certainement un jugement professionnel aiguisé de la part des entraîneurs et ou des intervenants. Et vous allez voir que Stéphanie, c'était définitivement la personne à qui jaser pour développer son jugement professionnel autour de ça. Alors tout le monde, je vous dis encore une fois, merci d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et je vous souhaite un bon podcast. Bon, tu t'attends à une clientèle, on va dire, particulière, qui a des besoins particuliers. Pourquoi comme ça t'interpelle justement de travailler avec cette clientèle-là? Comme c'est quand même un choix que tu as dû faire à quelque part dans ton parcours. Oui, ben c'est quand même intéressant parce que quand moi j'ai fait mes études en psychoéducation. Donc la psychoéducation reste quand même peu connue, là, mais dans le fond, on travaille avec toutes sortes de personnes qui ont des difficultés d'adaptation ou qui sont à risque d'avoir des difficultés d'adaptation. Initialement, la psychoéducation, ça touchait les personnes adolescentes qui avaient des comportements de délinquance, mais ça s'est vraiment élargi. Puis aujourd'hui, on peut travailler avec des personnes aînées, des personnes avec une déficience intellectuelle, des personnes autistes, des familles. On peut travailler dans plein de contextes, là, dans les milieux scolaires, etc. Donc, je faisais mes études là-dedans à l'Université du Québec en Outaouais. C'est là que j'ai fait mon bac. Par la suite, je suis allée à l'UDM. Puis, dans le cadre de ma maîtrise, en psychoéducation, dans le fond, on a un ordre professionnel. Puis, pour être dans l'ordre professionnel, il faut avoir fait une maîtrise avec un stage clinique. Donc, il y a comme techniquement, il y a 3 branches de maîtrise qui se présentent à toi. La maîtrise avec stage, qui donne accès à l'ordre. La maîtrise stage et mémoire. Fait que tu as une combinaison, tu as une portion recherche puis une portion intervention. Donne aussi accès à l'ordre. Puis il y a une maîtrise, mais qui est vraiment rarement sollicitée là, par les étudiants. C'est maîtrise juste avec le mémoire. Puis ça, c'est vraiment des gens qui savent que la pratique clinique les intéresse pas, puis ils veulent s'en aller dans des postes éventuellement de chercheurs pour faire des PhD. Donc, moi, j'ai fait celle stage intervention. Donc, pendant mes études, j'ai été appelée à travailler dans différents milieux cliniques avec des personnes qui avaient des difficultés d'adaptation. Donc, j'avais fait un premier stage auprès d'une population qui avait des problèmes de santé mentale graves et persistants, qui étaient dans des milieux résidentiels soutenus avec du soutien tout au long de la journée. Là. Fait que c'était du 24 heures sur 24. Puis, à l'intérieur de ce milieu d'intervention-là, il y avait un des milieux résidentiels que c'était pour des personnes qui avaient une déficience intellectuelle avec une concomitance de difficultés au niveau de la santé mentale. Puis c'est là où j'ai eu comme mon premier goût d'intervention auprès de personnes qui avaient une déficience intellectuelle. Puis ça a vraiment cliqué. Là, j'ai vraiment apprécié mon expérience avec cette clientèle-là. Fait que mon deuxième stage, je l'ai fait avec des personnes qui avaient une déficience intellectuelle. Je travaillais dans le fond pour le CISO dans les milieux résidentiels, puis les centres d'activité de jour pour les personnes qui avaient soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Et puis, ça m'a apporté à solliciter Marc Lanvas, qui était un chercheur à l'UDM, qui se spécialisait en autisme. Et ayant mon parcours de sportive là, depuis que je suis toute jeune, le sport a toujours été comme une place centrale dans ma vie. Alors, quand j'ai contacté Marc pour savoir s'il accepterait de me diriger dans le cadre de mes études de maîtrise, initialement, le plan, c'était de faire une étude sur l'activité physique et le trouble du spectre de l'autisme. Puis finalement, pour des contraintes au niveau du recrutement, cette étude-là n'a jamais
jamais eu lieu. On s'est rendu jusqu'à la phase de recrutement, on a tenté plusieurs options, puis finalement, ça fonctionnait pas. Puis je me suis rendue finalement à mon PhD. Fait que j'ai comme pas fait mon projet de maîtrise, j'ai fait comme un passage accéléré au PhD. Et là, je me suis retrouvée face à une situation où je me disais, OK, est-ce que Marc Lanvas, qui a une expertise en déficience intellectuelle, en troubles du spectre de l'autisme, aujourd'hui en intelligence artificielle, est-ce qu'un projet sur l'activité physique, c'est réaliste pour un PhD dans le cadre de l'encadrement que je pouvais obtenir, étant donné que je voulais finir dans un délai raisonnable. Donc, finalement, après discussion avec le professeur Lanovas, je me suis retrouvée à travailler sur un projet qui avait aucun lien avec le sport, mais qui était sur la formation des parents pour intervenir auprès de leurs enfants qui avaient un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, qui présentaient des comportements qui peuvent être qualifiés de problématiques là, ou difficiles, par exemple de l'agressivité, de l'automutilation, des comportements aussi stéréotypés, qui vraiment nuisent à leur fonctionnement au quotidien. Donc, mon PhD a porté sur ce sujet-là. Alors, j'ai vraiment, dans le cadre de mon PhD, pas travaillé sur l'activité physique et le sport, mais sachant que je voulais y revenir éventuellement comme professeur. Donc, je travaillais en parallèle avec d'autres chercheurs qui s'intéressaient au sport puis à l'activité physique. Donc, j'avais comme mes deux branches, une vraiment sport, activité physique, mais pas en lien avec la clientèle qui a une déficience intellectuelle ou la clientèle autiste. Puis, une autre branche en lien avec vraiment la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme. Puis c'est ça, quand je suis arrivée chercheur, ben je me suis dit, j'aimerais donc ça marier les deux, revenir à mon intérêt initial à la maîtrise. Donc, c'est vraiment ça qui m'a apporté à m'intéresser là, à cette clientèle-là. Puis c'est par mes expériences cliniques aussi, puis mes lectures, bien sûr, là, au niveau des articles scientifiques, des lignes directrices aussi, tout ce qui est aussi documents gouvernementaux qui sont publiés, qui appuie vraiment un réel besoin là, en termes d'opportunités, d'activités physiques, de sport, d'exercice pour ces populations-là. Fait que c'est vraiment ça qui m'a fait un intérêt personnel pour cette clientèle-là, puis un intérêt personnel pour le sport, l'activité physique, puis moi, je vois qu'est-ce que ça m'a apporté, tout ça, les chances de participer à plein d'activités organisée, structurée quand j'ai grandi. Donc, ouais, longue réponse, mais c'est vraiment par hasard là, un premier stage qui m'a donné vraiment une piqûre pour la clientèle, puis après ça, mes intérêts personnels de sport qui se sont mariés. Dans les derniers mois, j'ai comme mis des diagrammes de veines partout dans ma vie pour représenter différents problèmes. Puis sans rentrer dans le détail de ça, tu sais, quand tu me parles de ton parcours, plus de tes intérêts personnels, ben, je vois vraiment le diagramme de veine, tu sais, les deux cercles qui se chevauchent, puis qu'au centre, c'est comme, OK, activité physique, on s'entend sport, coaching, ton background, mais de l'autre côté, tu sais, cette clientèle-là, il y a des besoins particuliers, puis là, on combine les deux ensemble. Mais avant d'aller un peu plus dans les enjeux, parce que je sais que pour toi, c'est important de parler des enjeux de la recherche avec cette clientèle-là, les limites. Puis même, j'ai parlé à une entraîneur qui a eu beaucoup d'enjeux avec ce type de clientèle-là dans le passé. Mais si on part là, on ne reviendra jamais à ce que tu viens de soulever, qui est ton doctorat. Puis j'ai révisé brièvement, j'ai pas lu ta thèse au complet en préparation pour le podcast. Je pense que tu vas me pardonner au moins pour ça. Mais tu sais, dans le résumé de ta thèse de doctorat, il est mentionné que si je peux le lire, les études effectuées dans le cadre de ma thèse doctorale mettent en évidence les bienfaits de la technologie pour l'intervention psychosociale, tant au niveau de l'évaluation que de l'intervention et du transfert de connaissances. Et là, on continue. Et vers la fin, on dit on peut utiliser les outils pour... Non, on ne veut pas remplacer les interventions, mais on veut soutenir les cliniciens et les chercheurs dans le développement de leur jugement clinique. Là, j'ai paraphrasé un peu la fin. Je ne pense pas avoir dénaturé les propos.
Mais moi, c'est une préoccupation qui est centrale. Puis là, si j'ai des étudiants de mon dernier cours qui écoutent ce cours-là, ils vont dire, OK, encore une fois, il nous revient avec ça. Puis est-ce que j'ai parlé beaucoup de l'importance de développer son jugement professionnel, jugement clinique, tu sais, on est dans le même sphère, même style de concept, parce que la vie n'est pas pleine, c'est pas noir ou blanc. Tu sais, c'est plein de nuances de gris, puis c'est pas tout le temps clair ce que tu dois faire. Puis moi, ma question, en fait, qui est égoïste, mais je pense qu'il peut servir à plein de monde qui ont à intervenir au quotidien, c'est quoi les implications de ta thèse, puis plus particulièrement justement au niveau du jugement clinique professionnel quand tu touches ça? Puis je sais que ça fait quand même peut-être 4 ans, même 5, mais est-ce qu'il y a quand même un petit takeaway principal qu'on pourrait ressortir en lien avec ça? Oui, ben absolument. C'est sûr qu'on peut faire des parallèles. L'étude qu'on discutera là plus tard, dans laquelle j'ai utilisé de la gamification, je pense que ça se rattache quand même. Comment est-ce qu'on peut marier ou combiner technologie et intervention, formation du personnel, organisation environnementale pour donner des conditions optimales aux personnes qui vont leur permettre puis dans le cas de certains de mes projets de recherche, c'est faire de l'activité physique, donc réduire le temps de sédentarité, augmenter le temps d'activité physique, augmenter les opportunités de participer à des activités sportives organisées. Donc, je pense vraiment que c'est ça. La technologie peut être une composante ou un ajout qui est super pertinent puis intéressant, qui peut agir comme façon de motiver aussi les gens à faire de l'activité physique, mais faciliter l'accès à de l'activité physique. Je pense juste quand ils ont sorti, par exemple, les Wii, il y avait des jeux qui étaient de l'activité physique. Donc, pour des gens qui n'étaient pas actifs, facilement, ils pouvaient avoir accès à ce type d'activité physique-là là, au quotidien sans avoir à sortir de leur maison. Fait que je vois la pertinence de ce côté-là. Mais d'un autre côté, quand on parle en particulier de clientèle qui ont des difficultés au niveau de l'adaptation puis de leur fonctionnement, puis qui ont besoin d'un certain soutien pour réaliser certaines tâches au quotidien, on peut pas juste penser que la technologie va être une solution magique. Mais ça peut soutenir, mais il faut quand même former les gens qui vont pouvoir assurer que ça soit fait de manière sécuritaire, encadrée, emmener la personne à être motivée de manière intrinsèque et pas juste forcer les personnes à faire de l'activité physique. Tu sais, je peux donner un exemple, là, si on parle de la clientèle autiste, au niveau des habiletés sociales, il y a des lacunes qui sont généralement présentes ou du moins la façon dont ils socialisent ou comprennent certains contextes sociaux est différent qu'une population qui n'a pas de diagnostic d'autisme. Il y a moyen d'utiliser, par exemple, la réalité virtuelle pour travailler à ce qu'une personne devienne à l'aise ou confortable à être dans des situations sociales comme un sport d'équipe. Donc, mais c'est pas parce que la personne a utilisé cette réalité virtuelle-là que nécessairement la prochaine étape, c'est de se plonger directement là, dans une activité sportive organisée comme une équipe de soccer. Là. Il y a quand même d'autres étapes à faire entre ça, mais je pense que c'est ça. C'est infini les possibilités avec la technologie. Il faut juste savoir les utiliser, puis il faut que son utilisation soit encadrée. Il ne faut pas non plus juste penser que c'est une solution magique, là, cette technologie-là, mais bien sûr que ça a plein de potentiel pour plein de choses, pas juste le sport, là, dans plein de domaines de vie. Là, je pense avec les clientèles qui ont une déficience intellectuelle, il y a des appartements intelligents aujourd'hui qui existent, qui font en sorte que on est capable d'avoir des personnes qui on pensait pas auraient pu habiter de manière autonome, mais réussissent à le faire à cause qu'on a cette technologie-là qui est présente. Est-ce que tu as des exemples pour les gens comme moi qui sont pas très familiers avec cette clientèle-là, qui en fait sont peut-être même juste que je devrais probablement plus m'informer? Comme c'est quoi un exemple de justement de choses de l'appartement intelligent qui rend ça accessible qui n'était pas possible auparavant? Oui, donc je donne un exemple. Là, ils vont installer, j'ai pas le mot en français, là, mais des sensors
sur les électroménagers. Fait que, par exemple, si tu passes pas devant ton four ou si t'es pas à proximité de ton four pour une certaine période, donc disons 5 minutes, le four va s'éteindre automatiquement. Ah. Ensuite, on peut avoir tu sais, ça peut être aussi banal qu'un iPad avec une liste de choses à faire ou on pourrait programmer aussi, par exemple, une application comme un Google Home Je comprends. où la personne peut le matin demander, OK, c'est quoi mon horaire? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous? Est-ce que tu peux me trouver une recette facile pour faire telle chose? Fait que, Je il y comprends. a vraiment plein de choses. C'est illimité, mais au niveau sécurité, c'est vraiment, ça touchait beaucoup les électroménagers puis l'organisation environnementale. Là. Hey, je peux comprendre parce que quand tu parles de cette clientèle-là, puis des différents troubles qu'il peut avoir ou les différents handicaps, je me dis, en bout de ligne, il y a un enjeu de sécurité, c'est souvent la première chose pour dire, OK, est-ce que tu peux vivre Mhm. tout seul, par toi-même? Puis en même temps, qui va te décharger, puis aussi amener à ce que les gens autour d'eux, leur famille, aient la conscience tranquille, tu sais, par rapport à ça. Oui, puis là, dans ce cas-ci, je te donne l'exemple avec des personnes qui ont une déficience affective, mais on peut voir la pertinence pour des personnes aînées aussi, ou des personnes qui sont en perte d'autonomie, ou des personnes qui ont vécu, je sais pas moi, un AVC, puis qui ont à réapprendre des choses. Donc, ça s'étale, ça s'applique bien avec la clientèle qui a une déficience intellectuelle, mais ça s'applique aussi à plein d'autres clientèles. Ben, parfait. Puis justement, brièvement, avant de plonger dans l'étude, quand tu parles de clientèle qui a des difficultés d'adaptation, je sens là, dans ce que tu as décrit que c'est beaucoup plus large que les deux à laquelle tu t'intéresses principalement en ce moment. Mais qu'est-ce que tu veux dire par trouble d'adaptation? Parce que j'ai l'impression qu'il y a probablement des entraîneurs puis des intervenants dans le sport à plein de niveaux, en activité Mhm. physique à plein de niveaux, qui font probablement plus affaire au quotidien qu'ils pensent avec des gens qui ont des troubles d'adaptation. Puis je pense que si on est capable de le définir, ça va peut-être faire comme oh, cette personne a un trouble d'adaptation. Je sais qu'ils sont probablement que c'est pas leur rôle de diagnostiquer ça, mais de dire Mhm. hey, peut-être que les principes ou les suggestions ou l'information qu'on a entendue aujourd'hui, ben, va m'aider justement à mieux négocier, à mieux gérer une personne qui a peut-être un trouble d'adaptation. Tu sais. Oui, c'est sûr, juste pour être clair, le psychoéducateur fait pas d'évaluation diagnostique. On travaille avec des personnes qui ont pas nécessairement un diagnostic qui est en lien avec un trouble d'adaptation. Ça peut être une difficulté d'adaptation. Une difficulté d'adaptation, dans le fond, ou une personne qui présente des difficultés d'adaptation, c'est une personne qui n'arrive pas à fonctionner au niveau qu'elle souhaiterait fonctionner dans un certain contexte. Fait que si je pourrais te donner l'exemple de l'anxiété. Si tu as une anxiété sociale, ça fait en sorte que dans certains contextes sociaux, la personne n'arrive pas à réaliser les tâches ou les activités qu'elle devrait être en mesure de réaliser ou qu'elle souhaiterait être en mesure de réaliser. Puis je pense aussi que c'est intéressant là, comme débat, là, mais la question du devrait versus souhaiterait là, réaliser. Fait que, mais allons-y avec souhaiterait Ouais. réaliser. Donc, c'est ça fait que ça touche, ça peut être tant au niveau de problèmes qui sont davantage intériorisés ou de difficultés qui sont intériorisées comme des symptômes dépressifs, de l'anxiété, du stress, ou ça peut aussi des éléments qui sont davantage extériorisés comme des comportements agressifs, de la violence, des comportements de consommation. Fait que tout ce qui peut faire en sorte qu'une personne fonctionne pas au niveau qu'elle pourrait ou devrait être en mesure de fonctionner, on peut considérer ça comme des difficultés d'adaptation. Donc, puis ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, par exemple, tout ce qui est dans le manuel diagnostique, le DSM, Ouais. pour chacun des diagnostics, il y a un élément qui se rattache au fonctionnement adaptatif de la personne. Fait en plus d'avoir, par exemple, tant de semaines avec un état dépressif ou tant d'épisodes de panique dans un certain délai. Donc, en plus des critères qui ne se rapportent vraiment à la condition ou à la difficulté de la personne, il y a toujours un item qui dit que ça doit nuire au fonctionnement quotidien de la personne. Ouais. Fait que ça doit comme significativement nuire à son fonctionnement parce que tu peux avoir des crises de panique, mais si ça nuit pas à ton quotidien, ça n'a pas besoin d'être dans l'ensemble de tes sphères là, de fonctionnement. Ça peut être juste à l'école ou ça peut être à l'école, à la maison, au travail.
ça peut être plus généralisé. Fait que ça, c'est intéressant parce que quand on regarde tous les diagnostics, techniquement, quand tu as un diagnostic du DSM, c'est parce qu'il y a cette question, ce concept-là ou ce principe-là de difficulté d'adaptation. Uh-huh. Puis, c'est super intéressant. Puis merci de la clarification parce que je pense qu'on pense pas assez justement au fonctionnement souhaité. Tu sais. Puis le côté avec devrait souhaiter, ben, c'est que d'un côté, si on parle de devrait, c'est qu'on s'impose des choses puis qui vient vraiment plus externe. Puis souhaiter de ce que moi je comprends, là, puis tu me corriges, puis je pense pas qu'on va aller profondément là-dedans. Mais souhaiter, c'est dire, à un moment donné, c'est qu'est-ce que toi tu veux, tu sais, au lieu de dire le faire par obligation. Puis il y a tout ça qui a un impact sociétal. Des fois, on se fait, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Mais toi, qu'est-ce que tu souhaites à l'intérieur de toi? T'sais? Exactement. Puis je pense que le débat est particulièrement présent pour les personnes autistes, où on considère que, par exemple, au niveau social, ils ont des inadaptations, mais là, on est en train de, puis je dis on, là, il y a des chercheurs, il y a vraiment deux écoles de pensée, là, mais je te donne un exemple banal, là. Une des choses qui est assez typique chez les personnes autistes, c'est que le contact visuel est pas naturel. Donc, quand la personne va parler, elle n'aura pas tendance à te regarder dans les yeux. Mais là, il faut se poser la question, c'est quoi ça l'apporte de plus d'emmener cette personne-là à regarder dans les yeux si finalement ça cause un inconfort chez elle? Est-ce que ça nuit vraiment à son fonctionnement adaptatif de ne pas regarder dans les yeux? De la même façon qu'on se dit, OK, mais les personnes devraient être capables de participer à des contextes sociaux que d'autres gens, mais s'ils ne souhaitent pas participer à ces contextes-là, c'est là qu'il faut se poser la question à savoir si l'intervention est pertinente ou non. Là. Puis, tu sais, ce que tu dis là, pour moi, c'est est-ce que tu le fais pour toi ou pour l'autre? Tu sais, dans ce sens-là, tu sais, comme, parce que l'exemple que tu as donné se transfère à plein de contextes que je vois, tu sais, dans ma vie. Puis là, justement, tu m'as ramené, puis merci de faire ma job à ma place. Tu sais, tu m'as ramené un petit peu à, justement, le trouble du spectre de l'autisme, les différents handicaps. Tu sais, en début de conversation, tu me disais, comme, j'aimerais ça que les gens soient conscients des limites puis des enjeux de la recherche avec cette clientèle-là. Puis je pense que ça va vraiment mettre la table pour qu'on parle un peu plus de ton étude, le Making Physical Activity Fun and Accessible to Adults with Intellectual Disabilities, a pilot study of a gamification intervention, donc une étude pilote sur la gamification des interventions, si ma traduction est bonne. Mais bref, je pense gamification. Mais je pense que juste de cadrer, tu sais, des fois, c'est comme pourquoi on s'attarde à ça? Ben, je pense que c'est important qu'on le sache avant qu'on en parle. Puis selon moi, en tout cas, j'assume, à toi de me corriger si c'est pas le cas, que pourquoi tu t'attendais à ça, c'est parce qu'il y a sûrement des limites puis des enjeux au niveau de la recherche avec cette clientèle-là. Fait que c'est quoi un petit peu les limites et les enjeux pour les gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans la recherche à ce niveau-là? Oui. Donc, je pense qu'il y a toutes les limites et les enjeux au niveau recherche. C'est une chose, mais pour moi, ce qui me motive à faire la recherche avec ce groupe-là de personnes, c'est vraiment les limites puis les enjeux sur le terrain. Donc, c'est sûr que si on retourne en arrière là, puis on compare à quand il y avait l'institutionnalisation, puis qu'on envoyait les gens qui avaient un diagnostic d'autisme ou de déficience intellectuelle en institution, c'est sûr que si on compare à ce moment-là, les opportunités de participer à la vie sociale, comme que nous, on la connaît, sont plus grandes. Les soins qui sont offerts, l'accès aux services sociaux, l'accès à l'éducation, même l'accès au milieu d'emploi, on a vu des grandes améliorations à ces niveaux-là. Mais quand on regarde spécifiquement le sport, on va y aller avec le sport, là, les opportunités de participation sont encore très restreintes. Puis, sont restreintes, oui, pour l'ensemble des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un diagnostic d'autisme, de trouble du spectre de l'autisme, mais ce qui est le plus inquiétant, c'est vraiment pour ceux qui ont des difficultés qui sont plus importantes. Fait que, un diagnostic avec, par exemple, une déficience intellectuelle qui est plus sévère. C'est là où, en ce moment, ce qui est disponible dans la collectivité comme opportunité de participer est encore plus restreinte. Donc, par exemple, Olympiques spéciaux, c'est pas adapté à toute cette clientèle-là de pouvoir y participer. C'est pas toujours possible d'avoir du 1 à 1
pendant ce type d'activité-là. Et sans enlever rien aux Olympiques spéciaux, parce que je pense que c'est une organisation merveilleuse que j'adore, puis que j'espère éventuellement pouvoir travailler là, vraiment avec eux là, dans différents projets. Il reste que, un peu comme le sport récréatif et même compétitif au Canada, beaucoup des entraîneurs, ce ne sont pas des entraîneurs qui sont nécessairement formés. Donc, c'est encore plus vrai quand on parle des Olympiques spéciaux, c'est souvent des parents qui vont être les entraîneurs. Donc, il y a en plus cet élément-là qui vient rendre difficile la participation de certaines personnes. Fait que ça, c'est des contraintes comme vraiment au niveau des activités qui sont disponibles dans l'environnement des personnes. Ouais. Puis après ça, il y a quand même un plus grand nombre d'études pour les enfants. Parce qu'il y a des programmes qui sont implantés dans les écoles au niveau de l'activité physique, du sport. Donc, ils ont comme une plateforme pour rendre accessible ce type d'activité-là. Mais quand on s'en va dans les groupes de personnes qui ont une déficience intellectuelle, les personnes autistes qui sont plus vieilles, il y en a beaucoup qui vont se retrouver à vivre dans des milieux résidentiels. Que ça soit des milieux familiales privés, que ça soit des milieux qui sont gérés par le gouvernement. Puis c'est là que s'ajoutent beaucoup de barrières supplémentaires, des gens qui interviennent mais qui sont pas formés ou sensibilisés à l'importance de l'activité physique ou comment l'implanter ou au sport. Les problèmes aussi au niveau organisationnel si tu habites avec 5 autres, 6 autres, 7 autres, 8 autres personnes qui ont des besoins puis qu'il y a 2 intervenants, c'est impossible que tu aies accès au transport nécessaire. C'est pas toujours possible d'avoir accès au transport nécessaire pour te rendre à tes activités. C'est sûr que, comme je mentionnais, au niveau de la sensibilisation à l'importance de l'activité physique, ça vient souvent des parents ou des intervenants d'emmener les gens à être actifs parce que c'est quand même documenté qu'il y a une moins grande motivation intrinsèque pour l'activité physique et le sport chez ces clientèles-là. Donc, des fois, il faut les pousser un petit peu plus. Mais une fois qu'ils commencent, habituellement, là, c'est des activités qui sont appréciées. Donc, il y a tous ces variables-là, là, si on veut, là, personnelles puis environnementales qui rendent difficile la participation au sport. Ce qui est particulièrement inquiétant, puis on le voit dans la population générale, là, qu'il y a des augmentations au niveau des taux d'obésité, des taux inquiétants de temps de sédentarité, que ce soit chez les adolescents, sans déficience sexuelle, les enfants, les adultes. On le voit dans la population générale, mais c'est encore plus vrai chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Le temps de sédentarité est tellement élevé. Le temps d'activité physique est très bas. Puis les études, il y a des variations, là, si tu regardes dans les études, au niveau de combien qui atteignent les lignes directrices en termes d'activité physique quotidienne. Puis, encore une fois, les lignes directrices peuvent varier en fonction de quelle source tu utilises. Mais de façon générale, ce qu'on observe, là, c'est vraiment très peu de personnes avec une déficience intellectuelle qui atteignent les recommandations. Là. Si on regarde, par exemple, celle du World Health Organization ou l'Organisation mondiale de santé, d'à peu près 150 minutes là, par semaine d'intensité modérée à intense, à élevée. On parle, les études, généralement, là, ça va être comme entre 9% et 30% de cette population-là qui atteignent ces 150 minutes-là. Puis quand tu le décortiques, 150 minutes dans une semaine, c'est pas tant que ça. Puis si on parle pas de sport, là, on parle d'activité physique. Donc, c'est vraiment inquiétant. Et puis, avec ce manque d'activité physique-là, on connaît les conséquences qui peuvent en découler au niveau de la santé, pas juste physique, mais de plus en plus, on comprend les impacts au niveau de la santé mentale. Donc, c'est vraiment ces éléments-là. Puis pour avoir travaillé pendant à peu près, je dirais 5-6 ans là, dans les milieux résidentiels avec ces clientèles-là et dans les centres d'activité de jour, il y a vraiment, c'est vraiment difficile. Puis moi, j'arrivais hyper motivée pour faire de l'activité physique, puis j'allais à la piscine avec eux, puis
même là, c'était super difficile pour moi de pouvoir partir avec une personne ou deux personnes puis aller faire une activité parce que j'en laissais 6 autres avec une autre intervenante. Puis, si je peux me permettre de t'interrompre ici, là, Ouais. pour mettre les gens en contexte, parce qu'on se connaît au-delà du travail, là, que t'étais ma voisine pendant un certain temps, tu sais, comme, pour mettre les gens en contexte, Stéphanie, c'est le genre de personne, ou t'es le genre de personne qui décide le samedi matin, OK, ben, on va partir faire une ride de vélo, tu vas traîner tes 2 enfants en arrière, tu vas les déposer, tu vas faire 46 000 affaires, puis tu vas retourner faire une course de 10 km, et tout ça, j'ai oublié de vous dire, pendant qu'elle est 24 semaines enceinte, tu sais. Puis le point, c'est un peu ça qui te représente, puis c'est pour ça que moi, je trouve ça super intéressant, parce que, tu sais, je me dis, pour toi, c'est un enjeu, pour toi, c'est un défi de faire ça. Tu as de l'énergie, tu es clairement super actif, tu quadruples probablement l'objectif de minutes d'activité physique par semaine, de dire 4 fois 150 là, pour ceux-là qui ne m'ont pas suivi parce que mes mathématiques sont pas claires. Il n'y a personne qui va être choqué par cette révélation-là. Mais le point avec ça, c'est que c'est quand même demandant et tout ça. Puis moi, je pense que, en fait, quand j'ai lu l'étude en préparation pour notre conversation, une des statistiques qui m'a frappé, c'est que la moyenne de l'indice de masse corporelle de l'échantillon, et je ne me rappelle pas combien il y avait de personnes dans l'échantillon, je pense 18 si ma mémoire est 18, bonne. ouais. Ouais. Et puis, c'était 30,6. Donc, tu sais, on est au-dessus du seuil d'obésité. Puis là, je comprends. Là, il y a des gens qui vont dire, qui vont écrire dans les chats, dans les commentaires en dessous de YouTube, ah, l'IMC, c'est pas bon. On rentre pas dans le débat de l'IMC. Ça reste quand même que c'est un indicateur. On peut le relativiser. Mais c'est quand même un indicateur qui dit que le poids est pas santé. Et on connaît toutes les ramifications, tu sais, que ça a justement auxquelles tu faisais référence tout à l'heure. Tu sais, puis pour moi, ça justifie justement comment est-ce que ça, c'est un enjeu de le rendre de rendre l'activité physique accessible et faisable. Et c'est là que on a un rôle à jouer en tant qu'entraîneur, intervenant et tout ça. Fait que parle-moi un petit peu de l'étude, parce que je pense qu'il y a des éléments intéressants là-dedans. Parle-moi un petit peu de l'étude, parce que je pense qu'il y a quelques éléments intéressants à retirer, puis ça fait un bon lien avec certains des défis, puis je pense des réflexions que les gens qui sont sur le terrain devraient avoir au quotidien quand ils ont affaire justement avec ce type de clientèle-là. Absolument. Fait que dans le fond, quand on a planifié cette étude-là, parce qu'on était quelques chercheurs, là, il y avait moi et Charles Sebillou-Bacho de l'Université Laval également, là, qui étaient impliqués. Quand on a pensé à mettre en place cette étude-là, il a fallu qu'on prenne des décisions à savoir, OK, est-ce qu'on fait une étude au niveau scientifique qui est hyper rigoureuse ou est-ce qu'on fait quelque chose d'un petit peu moins rigoureux au niveau scientifique, mais qui est réalisable après que l'étude soit finie? C'est là où ça devient difficile en recherche avec ces populations-là, parce qu'au niveau méthodologique, si on regarde l'étude comme telle, c'est probablement mon étude qui est une des moins bonnes là, au niveau méthodologique. Fait qu'on a mis en place des choses pour que ça augmente la qualité puis notre assurance dans les résultats. Mais pour nous, ce qui était vraiment important, c'était est-ce qu'on peut essayer une intervention qui va être réalisable puis facile à implanter puis qui ne nécessitera pas tant d'efforts, fait qui va prendre en considération les contraintes environnementales. Puis un des facteurs les plus importants pour moi qu'on devait considérer, c'était le transport. On voulait assurer que c'était une intervention qui pouvait se faire directement dans le milieu des personnes pour pas qu'il y ait cette barrière-là de transport qui vienne nuire, dans le fond, à la participation. Fait qu'on se disait, OK, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui va être intéressant, plaisant et facile à mettre en place, mais à un coût qui est quand même pas trop élevé, parce que ils n'ont pas une somme infinie, là, les milieux qui desservent ces populations-là. Souvent, c'est au public aussi, là, donc c'est ça c'était ça notre mission. Et quand tu regardes la littérature scientifique, vraiment là, au niveau des études qui sont faites avec des interventions similaires, il y en a très peu qui regardent l'effet sur l'activité physique. C'est beaucoup des études de est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est apprécié. Mais après ça, on n'a pas beaucoup de données sur, OK, mais si tu mets en place une intervention pour augmenter la participation à l'activité physique, est-ce qu'il y a réellement une augmentation de l'activité physique? Fait que ça, il y en a vraiment peu, là. Pour te donner une idée, je suis en train de faire une revue systématique, puis on regarde les interventions en milieu naturel qui visent à
augmenter l'activité physique chez les personnes de 40 ans et plus qui ont une déficience intellectuelle, mais il faut que ça soit fait en milieu naturel. Un des critères, c'est qu'il faut qu'il y ait une mesure d'activité physique. Puis on a 8 études seulement qu'on a été capable d'identifier. Wow. Donc, 8 études, c'est quand même très peu d'études, mais il y en a plein d'études qui ont porté sur l'activité physique, la clientèle qui a une déficience intellectuelle, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont faites en milieu naturel, puis il n'y en a pas beaucoup non plus pour lesquels ils mesurent des indicateurs d'activité physique. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui nous a apporté à faire cette étude-là. Et on a eu la chance d'avoir un beau partenariat là, avec un organisme communautaire qui était tout aussi motivé que nous. Donc ça a été vraiment un facteur qui est mentionné dans la discussion. Là. Pour moi, au-delà de l'intervention, la motivation du personnel était probablement un des éléments les plus importants là, dans la réussite de l'implantation. Pas nécessairement des effets, là, mais la réussite de l'implantation. De la co-création à son meilleur. Puis c'est ça que c'est. Là, comme, la co-création, c'est de dire comment est-ce que ça prend plusieurs personnes pour créer quelque chose qui va ajouter de la valeur au milieu. Puis dans ce cas-là, ajouter la valeur au milieu de personnes qui sont atteintes de ces troubles-là. Mm-hmm. Puis si je peux ajouter, l'idée du Tour de France, c'est une des personnes qui fréquentait le centre d'activité de jour qui a dit « Hey, pourquoi qu'on fait pas le Tour de France en vélo? » Fait que c'est vraiment parti d'une idée d'une des personnes qui avait une déficience intellectuelle qui a dit on a de l'argent pour acheter un vélo stationnaire, pourquoi qu'on fait pas le Tour de France? Fait que c'est vraiment parti de eux. Puis après ça, on a raffiné, bien sûr, là, mais fait que oui, effectivement, puis je pense que c'est ça qui est important quand tu veux mettre en place ce type d'intervention-là. Si tu veux que ça soit efficace, faut que ça soit adapté au milieu. Faut que ça soit adapté, puis il faut qu'il y ait un travail aussi dans le cadre de cette étude-là, étant donné que le milieu, c'était eux qui nous approchaient pour faire une intervention. On n'avait pas autant à travailler la motivation ou la compréhension de l'importance de l'activité physique avec les intervenants du milieu, avec la direction. Mais je pense que ça, c'est comme un travail en amont qu'on doit absolument faire. Puis, j'ai fait une étude, là, mais ça sort du cadre de cette étude-là, là, mais j'ai fait une étude en psychoéducation parce que en psychoéducation, vraiment à ses débuts, là, le sport était comme une intervention centrale à vraiment la couleur de l'intervention psychoéducative. C'était quelque chose qui était utilisé là, au quotidien, le sport. Puis on a comme un peu perdu ou délaissé, dans le fond, le sport. Et dans une étude récente, là, je regardais combien de psychoéducateurs qui sont membres de l'ordre ont eu de la formation, un cours, un travail à faire dans un de leurs cours pendant leur bac puis leur maîtrise, parce que généralement, ils ont un bac puis une maîtrise pour être dans l'ordre. Et puis là, c'était minime, là, c'était même pas 10%, je pense même pas que c'était 5%, là, je me rappelle plus des chiffres exacts, là, qui avaient entendu parler d'activité physique comme outil d'intervention psychosociale dans le cadre de leur formation. Mais d'un autre côté, quand je vois des programmes comme travail social en sport, comme puis la psychologie du sport, ça me donne la motivation que on n'oublie pas l'activité physique, le sport, l'exercice comme outil d'intervention psychosociale. Mais c'est ça, très peu de gens qui finissent par travailler avec ces clientèles-là, sont formés ou sensibilisés dans le cadre de leur formation à l'activité physique, comment le mettre en place, pourquoi c'est important, etc. Puis, tu sais, en lien avec ce que tu viens de dire, ce que j'entends, c'est que ça te rassure un petit peu le fait qu'on en parle pas juste en psychoéducation. Mais deux, justement, en lisant l'article, une des questions qui venait à l'esprit, puis ça, c'est plus d'une perspective de kinésiologie, c'est, puis là, je vais le dire dans les mots que j'ai mis sur l'écran, mais je me rends compte que c'est peut-être un peu trop kinésiologie, là, mais je me demandais, tu sais, est-ce que la charge d'entraînement affecte plus rapidement l'humeur des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme? Puis par charge d'entraînement, je voulais dire, vous avez fait quelques commentaires, et là, je me rappelle plus si c'était positif ou négatif. Puis pour pas dire des faussetés, je vais te laisser peut-être clarifier ça. Mais il semblait avoir un impact qui provenait du fait que les individus, les personnes, faisaient plus ou moins d'activité physique, puis ça avait un impact sur l'humeur. Puis je me demandais justement, parce que, tu sais, un des enjeux qu'on a avec, je veux dire, les autres populations,
c'est de dire que, OK, jusqu'à un certain point, la charge d'entraînement, donc plus tu fais d'activité physique, jusqu'à un certain point, ça peut avoir un impact négatif sur ton humeur parce que tu vas développer de l'irritabilité et ces choses-là si tu pousses ça vraiment loin. Dans ton cas, on aurait dit que plus que tu en fais, mieux c'est, mais ça, c'est une autre conversation. Mais si on se concentre plus sur ce type de population-là, comme c'est quoi les modifications que vous avez vues par rapport à ça? Oui. Ben nous, malheureusement, on n'a pas de mesure d'intensité de l'activité physique dans cette étude-là. Mais j'ai parlé avec récemment, là, j'étais sur un comité avec Geneviève Forêt, qui est quelqu'un qui est passé à ton podcast, Ouais. qui est également chercheur à l'UQO. Puis, elle me faisait réaliser à quel point, des fois, j'étudiais le concept de santé mentale comme, tu sais, pré-test, post-test et bien-être. Mais elle disait, c'est vraiment important, comme, il y a des effets à plus long terme qui peuvent avoir lieu sur, par exemple, la participation à l'activité physique, mais il y a des effets physiologiques à court terme aussi de cette participation-là. Fait que d'avoir, par exemple, un pré-test puis un post-test au niveau de la santé mentale, peut-être que tu ne détecteras pas les effets, par exemple, sur le stress, mais si tu mesures vraiment comme dans les minutes qui suivent l'activité physique, dans les heures qui suivent l'activité physique qui a été réalisée, à cause qu'il y a des hormones puis des neurotransmetteurs qui sont sécrétés, là, tu pourrais détecter davantage un effet. Fait qu'il y a des effets à court terme, puis il y a des effets à long terme. Tu sais, je le vois même personnellement, là, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais à plusieurs athlètes avec qui je parle, là, notre humeur est tellement influencée par est-ce qu'on a fait notre entraînement dans la journée. Là, ici, il faudrait démêler effet physiologique puis effet mental de déception ou frustration contre nous-mêmes. Là. Mais il reste que, généralement, tu sais, t'as comme ce high-là après un entraînement d'une certaine intensité. Fait que je pense que c'est la littérature, du moins, soutient qu'une activité physique avec une plus grande intensité va avoir tendance à avoir des effets plus importants au niveau par exemple, du stress, de l'humeur, etc. Mais c'est fort probablement en raison des neurotransmetteurs qui sont sécrétés. Ça, c'est particulièrement important, je crois, avec ce type de clientèle-là, parce que si tu étais un intervenant ou une intervenante dans ces milieux-là, comme, tu sais, si ça peut avoir un impact sur l'humeur pendant 1 ou 2 ou 3 heures, ben ça peut quand même être important parce que ça va changer la dynamique, ça va changer la manifestation de certains comportements stéréotypés, là, si j'utilise les bonnes expressions là-dedans. Mais là, justement, en parlant d'intervenants et d'intervenantes, ça me ramène au fait de, OK, quand vous parlez de gamification de l'intervention ou gamification de l'activité physique, c'est quoi l'intervention? Tantôt, tu t'as fait référence au Tour de France, mais juste pour mettre en contexte, parce que je me doute qu'ils n'ont pas fait 350 000 km, là, puis là, je sais que c'est pas ça la distance Tour de France réelle, là, mais on se comprend. Donc, c'est un peu quoi l'intervention pour donner peut-être des idées à des gens à quel point, puis en fait, moi, je dirais à quel point, des fois, il ne faut pas trop se casser le bicycle pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Je suis un papa, j'ai le droit, mais il ne faut pas trop se casser le bicycle quand on veut faire une intervention de gamification. Ça peut être simple, puis avoir quand même des effets positifs. Absolument. Fait que la gamification, ça peut être très large. Là. Tu peux aller dans le super techno là, de jeux en réalité virtuelle. C'est un exemple de gamification, là, c'était les gens là, qui avaient leur cellulaire puis qui se promenaient en ville pour aller trouver des jetons là, qui étaient comme cachés. Ou des Je Pokémon. me rappelle plus. Des Pokémon, exactement. Ouais. Fait que ça, c'est un exemple de gamification où c'est un jeu, mais qui nécessite une activité physique pour réussir ce jeu-là. Fait que ça, c'est un jeu de gamification en activité physique. Dans le cadre de notre étude, ce qu'on a fait, c'est le jeu s'appelait le Tour de France, mais il y avait une salle avec des vélos stationnaires. Puis, juste à noter, là, dans cette étude-là, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que le vélo stationnaire était particulièrement intéressant. On pouvait l'adapter en fonction des difficultés au niveau de la motricité globale des personnes. Fait qu'on avait des gens qui avaient des vélos stationnaires où on était davantage assis, d'autres qui avaient des vélos stationnaires qui ressemblaient davantage à des vélos comme de route, puis d'autres qui avaient des pédaliers à main. Donc, c'était quand même adaptable à différentes caractéristiques chez les personnes qui voulaient participer. Et dans cette salle-là, on avait mis un écran sur lequel on faisait jouer des vidéos de cyclistes là, qui se promenaient sur la route. Donc, ça donnait l'impression quand les gens roulaient que
ils avançaient, dans le fond, sur une route plutôt qu'être juste regarder un mur. On avait aussi de la musique qui jouait pendant l'activité, mais le jeu comme tel, c'était de travailler en équipe. Fait que les gens étaient placés en équipe et de naviguer le plus possible à travers le Tour de France pendant... c'était supposé être 8 semaines, mais il y a eu des éclosions de COVID dans le milieu. Donc, pour certains, c'était 6 semaines, d'autres, c'était 7 semaines, d'autres, c'était 8 semaines. Mais il fallait qu'ils travaillent en équipe pour accumuler le plus de kilomètres afin d'avancer dans le parcours du Tour de France. Et puis, ben, c'est certain que dans le cadre de cette intervention-là, sur 6 à 8 semaines, chaque kilomètre pour nous donnait comme 10 kilomètres. Fait que là, ils voyaient leur pion avancer. Si l'équipe avait fait 10 kilomètres dans la journée, ensemble, puis on avançait le pion de 100 kilomètres sur le parcours du Tour de France. Donc, ils pouvaient voir le progrès des différentes équipes. Fait qu'il y avait comme un peu un aspect compétitif. Mais à l'intérieur des équipes, il y avait vraiment un aspect motivation de « OK, on travaille, il faut faire plus que les autres » ou on essaie d'avancer le plus qu'on peut aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça. C'est de travailler en équipe pour avancer le plus possible dans le circuit du Tour de France. C'est certain que dans le cadre de cette étude-là, étant donné les difficultés au niveau de la motricité qui étaient présentes chez quand même plusieurs participants, on avait besoin des vélos qui étaient adaptés puis sécuritaires pour leur participation. Donc, une des limites importantes, c'était que il y avait c'est les vélos qui mesuraient le kilométrage et qui mesuraient également le temps qui était fait. Puis, il fallait le transcrire manuellement par la suite sur le jeu. Mais il y a des applications aujourd'hui qui existent qui permettraient de tout automatiser ça. C'est juste qu'avec les vélos stationnaires qu'on avait, c'était impossible. On a essayé de mettre des capteurs de vitesse, des capteurs d'intensité, puis c'était juste pas possible. Là. Il y a des vélos qui n'avaient même pas de roue arrière. Donc, ça, par exemple, ça pourrait être une adaptation qui coûterait encore une fois pas cher, puis qui faciliterait l'implantation là, par les intervenants parce que c'était quand même demandant chaque fois qu'une personne débarquait, d'aller rapidement voir le nombre de kilomètres, le nombre de temps que la personne était sur le vélo stationnaire. Ensuite, de toutes les noter, puis à la fin de la journée, faire la somme pour les participants de l'équipe, puis là, bouger le jeton. Donc, il y a moyen que ça soit automatisé, puis avec une application, on peut avoir même le parcours, on peut avoir les équipes, puis tout se fait automatiquement pour les intervenants. Mais en bref, c'était ça, ben, pas vraiment en bref, là, mais c'est ça le jeu du Tour de France. C'est une activité de cyclisme avec un objectif commun qui était d'avancer le plus qu'on pouvait là, pendant le temps qu'on avait. Et une fois qu'on a arrêté l'implantation de l'intervention, donc une fois que l'intervention, comme l'étude a pris fin, ce qui est intéressant, c'est que tout restait dans le milieu et ils ont poursuivi par la suite ce jeu-là. Puis même que une fois qu'ils étaient tannés d'être dans le Tour de France, ils ont décidé qu'ils faisaient le tour de la Gaspésie, le tour du lac. Fait que ils font différents tours. Fait que c'est super, super intéressant. Ouais, ils ont bien aimé. Ils ont bien aimé cette activité. Et là, tu sais, tu m'as parlé en bref ou en détail de l'intervention, peu importe la version qu'on veut pour dire pour ça. Mais moi, ce qui m'intrigue, puis ce que je suis pas mal sûr il intrigue pas du monde, c'est de dire comme, OK, quel a été l'impact de ça? Comme est-ce qu'on a vu une augmentation de l'activité physique? Puis après ça, quelles seraient peut-être les prochaines étapes? Mm-hmm. Alors, ben, je pense que c'est important pour moi de parler brièvement de la méthodologie parce que ça va permettre de nuancer un peu les résultats, étant donné que, comme j'ai mentionné plus tôt, là, il y avait quand même des limites au niveau de la méthodologie. Donc, on avait 18 participants. Et ici, il n'y a pas de randomisation au groupe de comparaison, au groupe contrôle. On a donné accès à l'intervention à tout le monde. Et donc, c'est ça, il n'y a pas de comparaison qui sont possibles. On peut comparer les gens avant puis après l'intervention. Fait que dans le cadre de l'étude, ce qu'on voit, c'est qu'on s'est intéressé à quelques variables. Des variables d'activité physique, fait que combien de temps, combien de distance qu'ils parcouraient en vélo, des variables psychosociales, fait qu'on avait par exemple l'humeur des personnes qu'ils rapportaient eux-mêmes avec une échelle là, de 1 à 5 là, sur comment ils se sentaient dans la journée. On avait des mesures aussi au niveau des comportements
qu'on peut décrire de problématique, là, c'est certain que problématique ici, c'est un mot qui est généralement utilisé pour catégoriser les comportements, mais c'est pas tout le monde qui s'entend pour dire que des comportements, par exemple, stéréotypés, c'est des comportements problématiques. Fait que ça, mais allons-y avec des comportements qui ont été identifiés comme pouvant nuire au fonctionnement quotidien de la personne. Et ensuite, on avait plus des variables qualitatives là, au niveau de l'appréciation, l'expérience des personnes, qu'est-ce qui était des facilitateurs des barrières. Fait que quand on regarde vraiment là, la variable qui était, selon nous, la plus importante, là, l'activité physique, on voit qu'il y a une petite augmentation entre avant et après l'intervention. Quand on compare les moyennes au niveau du temps qui était d'utilisation des vélos stationnaires par les participants et de la distance parcourue par jour. Mais ces augmentations-là sont assez minimes. Puis je tiens juste à expliquer ici qu'on avait des données, pendant 3 semaines, les gens avaient accès à tout le matériel. Puis il y avait une séance dans la salle avec les vélos stationnaires qui se faisait avant qu'on implante l'intervention. Donc, les gens pouvaient utiliser le matériel déjà. Donc, c'est ces données-là qu'on a pour avant l'intervention. Puis ensuite, pendant l'intervention, ben c'est là qu'on a ajouté la composante du jeu. Donc, la différence entre le avant l'intervention puis le après l'intervention, c'est le jeu du Tour de France. Là, donc, les vidéos, la musique qui est affichée, le parcours avec les kilomètres puis les pions qu'on avançait dans le parcours du Tour de France. Donc, on voit une petite augmentation, mais c'est de l'ordre, là, si je me rappelle bien, là, de comme 2,5 km en moyenne par jour pour les participants en termes de distance parcourue. Puis au niveau du temps, là, je pense que c'était comme un 4 minutes et demie, là, plus ou moins. Fait que c'est une augmentation qui est quand même petite. Fait que c'est pas une grosse taille d'effet. Sauf que faut se poser la question, est-ce qu'une augmentation, c'est mieux que pas d'augmentation? Fait qu'il y a tout le concept de cliniquement significatif puis statistiquement significatif. Fait que je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Est-ce que ce jeu-là a été une solution miracle là, pour atteindre les lignes directrices? Pas du tout, mais je pense que déjà, ça donne c'est un pas dans la bonne direction pour l'activité physique. Puis quand on regarde vraiment les données là, à chaque jour pour les participants, on voit qu'il y en a à peu près la moitié là, qu'on est capable de voir qu'il y a eu une augmentation pendant la portion intervention, mais encore une fois, c'est pas une immense augmentation, c'est une petite augmentation. Le résultat pour moi qui était le plus important à faire ressortir dans cette étude-là, c'est que dès qu'on a organisé des séances de jeux libres dans la salle avec les vélos stationnaires, donc quand ça a été intégré à l'horaire quotidien des personnes, on est allé à presque personne qui utilisait les vélos stationnaires, à une augmentation, quasiment tout le monde utilisait les vélos stationnaires au quotidien. Fait que oui, le jeu de gamification a peut-être une petite taille d'effet, mais il semble que juste le fait d'organiser, puis de structurer, puis planifier de l'activité physique dans l'horaire des gens, juste ça a été une composante qui était vraiment importante. Fait que je pense que les deux sont à dissocier puis à considérer séparément là, dans le cadre de cette étude-là. Puis autre que ça, bien, pour les autres variables qu'on a mesurées au niveau vraiment de l'humeur, bien, les gens étaient constamment de bonne humeur. Donc, il y avait comme un effet plafond dès le départ. Les gens auto-rapportaient leur propre humeur. Donc, la majorité des gens répondaient qu'ils étaient contents 5 sur 5 sur l'échelle dès la phase pré-intervention. Alors, c'est difficile d'aller observer une augmentation pour cette variable-là. Alors, il n'y a pas eu d'augmentation détectée. Et puis, ensuite de ça, pour les comportements problématiques, ici, là, encore une fois, là, je veux juste nuancer là, l'utilisation du mot problématique, là, les comportements qui pouvaient nuire. Les intervenants devaient cibler un comportement qui était considéré comme le comportement le plus dérangeant au niveau du fonctionnement de la personne dans son quotidien. Donc, quand on prend en considération ces comportements-là,
on semble voir que pour les comportements qui peuvent être qualifiés comme de stéréotypés ou sensoriels, qu'il y a une diminution des comportements lorsqu'ils font l'activité de vélo. Et c'est la même chose, là, on avait comme une donnée qui était vraiment sur une échelle de 1 à 10, l'intensité et la sévérité pour le comportement ciblé pour la personne. Puis on avait aussi le BPI, qui est le Behavior Problem Inventory, où là, c'est comme un ensemble d'items qui mesurent les comportements problématiques, puis on voit la même tendance. Donc, une diminution pour les comportements qui sont qualifiés de stéréotypés, mais pas pour les comportements agressifs ou d'automutilation. Puis ça peut probablement s'expliquer par, encore une fois, là, comme qu'on parlait tantôt, là, probablement qu'il y a une stimulation sensorielle par l'activité physique qui est produite, qui fait en sorte qu'il y a moins cette recherche-là de stimulation sensorielle par l'utilisation de comportements stéréotypés, comme par exemple du flapping des bras. Puis, on avait d'autres indicateurs aussi plus morphologiques, comme l'indice de masse corporelle et puis la force musculaire du bas du corps, donc des jambes. On avait utilisé le test. C'est un test dans lequel les gens doivent s'asseoir et se lever 5 fois de suite. Si je ne me trompe pas, c'est cette version-là qu'on a utilisée du test dans l'étude et on comptabilise le temps que ça prend pour effectuer ces 5 répétitions-là. Pour ces 2 indicateurs-là, si on compare les moyennes de avant puis après l'intervention, on voit qu'il y a une petite augmentation, mais c'est pas significatif, là, c'est très minime, là. Puis même pour l'indice de masse corporelle, je pense que c'est resté stable ou du moins à 1/10 là, de différence entre les deux, même que ça a peut-être augmenté une petite affaire. Donc, ça, c'est les indicateurs, ouais. Ouais, si je peux juste me permettre de faire un parallèle, je pense qu'un des points importants que tu as mentionné, c'est le fait que, bon, il y a 50%, selon un peu ton estimé, il y a à peu près 50% des participants qui ont juste augmenté significativement leur temps d'activité physique, comme tu sais, d'une grande envergure. Puis pour moi, le point avec ça, puis quand tu mentionnais qu'ils continuent à le réutiliser, puis ça fait comme partie de leur quotidien, ou du moins on est parti de quasiment personne à tout le monde qui l'utilisait au moins un petit peu, ça m'a fait penser à un enjeu de littératie physique. Voulant dire que pourquoi ces participants-là, ces personnes-là n'utilisaient pas le vélo? C'est peut-être parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, puis ils ne se sentaient pas stimulant, puis qu'ils ne connaissaient pas les choses. Comme en littératie physique, on va dire, pour que les gens pratiquent du sport à l'âge adulte, puis pour le reste de leur vie, il faut les exposer à faire du vélo, à courir, à lancer, à sauter, puis à bâtir toutes ces habiletés-là. Fait que je me demande si aussi une des grandes trouvailles ou un des grands résultats de l'étude, c'est pas justement ça, de dire, hey, on a fait une intervention où est-ce qu'on est parti de 0 personne qui utilisait le vélo à 100% des gens qui utilisent le vélo. Puis si on a 100% des gens qui utilisent le vélo, au moins ils sont actifs. Puis on sait, puis là, j'ai pas les références en banque, mais si je me base sur mes connaissances, ou du moins les croyances que j'ai maintenant, qui ont peut-être été bâties sur des connaissances il y a 10 ans, c'est qu'on est mieux d'être un petit peu en surpoids, mais d'être actif, que d'avoir un poids santé puis de pas être actif. Fait que juste ça, pour moi, c'est une victoire ensemble. Puis l'autre lien avec ça, c'est de dire, tu sais, dans la recherche, l'expression standing on shoulder of giants, par bout de ligne, ça veut dire qu'il y a un géant qui a fait une trouvaille, nous on fait une autre trouvaille, puis on est sur les épaules de cette personne-là. Ça, c'est aussi un bloc qu'on met, puis après ça, ça permet de bâtir d'autres blocs pour les gens qui ont des interventions à faire, puis pour les gens comme toi qui vont faire plein de recherches là-dessus dans les prochaines années. Là. Absolument. Puis je pense que c'est quelque chose qui est ressorti de la portion davantage qualitative. Là, on a fait des entrevues avec les participants, pas l'ensemble des participants, parce que c'est pas tous les participants qui avaient des habiletés communicationnelles nécessaires pour participer aux entrevues, mais tous ceux qui étaient capables, même si c'était pas des conversations approfondies, on leur a fait participer aux entrevues ou au focus group. Puis ça ressort cette appréciation-là pour l'activité en soi. Il y a des facteurs qui étaient motivants pour eux, oui, comme l'utilisation de la technologie, mais le fait de pouvoir le faire en équipe, c'est un autre élément qui était considéré plaisant. Puis il y a une revue systématique récemment, là, en 2023, qui a été publiée, mais là, je pense, le nom de l'auteur m'échappe, si ça me revient, je vous laisserai savoir, là, mais dans laquelle il parlait de, OK, mais qu'est-ce qui est important pour maintenir puis rendre accessible l'activité physique? Puis, ce qui ressortait dans leurs données de cette revue systématique-là, je pense que ça incluait 15 études, c'est super intéressant. Les gens veulent des opportunités, ils sont motivés à
comme ils ont le goût d'en faire de l'activité physique une fois qu'ils en ont fait ou de tester différents sports, là. Fait que ça touche vraiment ce que tu dis. Puis, je pense que c'est ça. Une fois qu'on a des expériences qui sont positives, puis c'est là que c'est vraiment important de former les gens. Il faut que ces expériences-là puissent être positives. Il faut qu'on offre un encadrement qui est réaliste. Puis dans le cadre de l'activité, l'intervention qu'on a proposée, je pense que l'expérience aurait été beaucoup moins plaisante si on les avait forcés à faire 30 minutes de vélo stationnaire par jour versus là, on leur donnait le choix. Les vélos sont là. Si ça te tente, fais-en. Si ça te tente pas, fais autre chose. Il y a du dessin, il y a de la lecture. Tu peux faire l'activité que tu veux. Fait que je pense que ça aussi, faut que ça vienne des gens parce que si on les force, ils ne le maintiendront pas dans le temps. Puis ça retourne à un des points que tu as dit en début de conversation, où est-ce que tu parlais que dans ces populations-là, un des gros enjeux, puis là, je regarde mes notes, là, si jamais tu te poses la question, c'est de dire il y a un manque de motivation intrinsèque. Oui. Et là, ce qui semble avoir été généré, c'est que c'était pas forcé, c'était pas coercitif de dire non, tu vas faire du vélo. C'est comme non, le vélo est là, on a créé une intervention, mais si ça t'intéresse, vas-y. Et là, moi, comme avant de se rendre dans les questions éclairs, dans la préparation de notre conversation, comme je le fais régulièrement, j'ai contacté une personne dans mon réseau, une entraîneur, qui a déjà fait affaire avec des gens qui ont des déficiences intellectuelles. Et en fait, elle était très polie envers toi. Elle dit comment suggérez-vous? Fait que je vais le mettre un petit peu plus à la deuxième personne, comme on se connaît plus, mais on va comprendre le ton. Puis cette personne-là, elle a vécu des défis, puis je la connais. Là, tu sais, cette personne-là, comme elle est dévouée à la cause, puis pour qu'elle arrête de faire quelque chose, parce qu'elle a vraiment essayé pendant longtemps, puis ça fonctionnait pas. Tu sais. Puis elle a eu beaucoup de défis dans l'intégration de personnes avec des déficiences intellectuelles, justement, dans son milieu d'entraînement. Puis une des questions qu'elle avait, c'est comment est-ce que tu suggères de faire l'intégration dans un club sportif de ces personnes-là? Puis un exemple aussi banal, puis c'est peut-être pas banal en fait, mais c'est, est-ce que on fait un groupe à part? Est-ce qu'on les intègre avec tout le monde? Est-ce que c'est tout ensemble? Parce que dans ce programme-là, c'est des athlètes maîtres, fait que c'est des personnes avec des déficiences intellectuelles qui sont au-delà de 35 ans, si je ne m'abuse, bref, en lien directement avec ton étude future, si je ne m'abuse. C'est que comment est-ce que tu suggères d'intégrer ces personnes-là? Parce que c'est pas évident, des fois, quand tu roules 46 000 autres affaires, que ce soit en natation, que ce soit en athlétisme, ça peut être quand même un gros défi pour les entraîneurs. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. C'est vraiment plate. Il n'y a pas de réponse. Il faut y aller avec ce que les gens veulent. Fait que si les gens ils veulent être inclus, là, il faut trouver des manières de les inclure. Si les gens ne veulent pas être inclus, puis faire, par exemple, un sport individuel ou une activité individuelle sans que ça soit nécessairement intégré dans le cadre de notre équipe, je pense qu'il faut respecter ça aussi. Je pense que ça part beaucoup de la formation des gens. C'est pas nécessairement complexe ou impossible d'inclure des personnes avec des besoins particuliers dans un sport d'équipe ou dans un sport individuel, dans les séances. Mais ça prend des connaissances sur les besoins de ces personnes-là, juste au niveau de comment on donne des instructions à quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme, un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme versus à une personne qui n'en a pas, versus à une personne qui a un TDAH. Donc, dépendamment de avec qui on travaille, il faut adapter notre style de coaching, la façon qu'on va présenter les instructions, la façon qu'on va encadrer la pratique. Donc, j'aimerais ça pouvoir te dire, il faut faire ABC puis ça fonctionne. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas ça. Fait qu'il faut offrir de l'encadrement pour les intervenants. Puis pour que ça soit vraiment réaliste, je pense que c'est dans certains contextes, c'est nécessaire d'avoir du soutien d'une autre personne. On ne peut pas juste être un entraîneur puis avoir 20 personnes devant nous. Donc, 5 ou 6 qui ont des besoins différents là, ou plus importants au niveau du soutien. Un peu comme dans une salle de classe. En ce moment, on le voit, là, c'est pas réaliste pour les enseignants de soutenir puis de répondre aux besoins de l'ensemble des personnes parce que les besoins, ils varient tellement d'une personne à l'autre. Donc, il y a des études qui ont montré que créer des training buddies, donc de pairer les gens avec une autre personne, ça peut être une intervention qui peut être facilitante pour rendre possible la participation. Puis
Puis d'un autre côté, je suis toujours déchirée avec ce type de questions-là ou de problématiques-là parce que, je pense que ça transparaît aussi dans le cadre de mes études, je vois la pertinence des études qui visent la performance sportive. Mais d'un autre côté, je suis comme déchirée parce que je veux pas que la performance, ça soit la seule chose qui est importante dans le sport. Je pense qu'il faut respecter qu'il peut y avoir des objectifs de performance, mais il faut qu'il y ait une valeur comme sociale aussi, une valeur au niveau du développement des habiletés de cette personne-là qui vont lui servir au-delà du sport, puis dans sa vie générale à l'extérieur du contexte sportif. Mais comment tu balances ces deux-là, c'est là que ça devient complexe. Fait que est-ce que tu peux forcer des gens qui sont là avec un objectif de performance, qui a une déficience intellectuelle ou non, à être dans une équipe avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes objectifs et qui veulent participer, par exemple? Fait que ça aussi, c'est des questions auxquelles il faut se poser. Ouais. Mais j'inviterais cette personne-là à regarder, c'est ça. Regardez un peu si jamais il y a des personnes avec qui s'intéressent à participer dans les clubs sportifs avec lesquels elle travaille. Si c'est des clientèles spécifiques, d'aller lire un peu sur c'est quoi les besoins et les interventions qui sont efficaces auprès de cette personne-là. Ouais. Et ça peut se faire, là, on peut chercher sur Internet pour un chercheur et leur envoyer une situation puis dire, écoute, est-ce que tu accepterais de me partager un petit peu ton expertise? J'ai telle situation. Donc ça m'est arrivé de le faire une couple de fois. Vraiment de manière informelle, là, juste aider la personne. Et puis d'un autre côté, c'est de se poser la question, est-ce qu'au niveau environnemental, est-ce qu'au niveau avec les structures qui sont mises en place, est-ce que c'est possible pour moi de le faire seul? Ou est-ce que j'ai besoin qu'il y ait d'autres ressources? Puis là, tu peux aller voir les options dans la littérature. Il peut soit avoir un ami de cette personne-là, un parent de cette personne-là qui s'implique dans le groupe. Ça peut être encore une fois le pairage avec d'autres personnes. Donc, j'aimerais, c'est ça, malheureusement, j'aimerais ça te donner une réponse, mais en fonction, tu sais, c'est pas juste déficience intellectuelle ou pas de déficience intellectuelle. Le TDAH, l'anxiété, le stress de performance, l'isolement social, le trouble du spectre de l'autisme, les difficultés au niveau de la motricité, chaque personne a ses propres besoins, puis je pense qu'il faut vraiment s'adapter en fonction de ceux-là. Puis c'est là que ta réponse pour moi a de la valeur. Puis je pense que je l'ai dit la première fois dans l'épisode de Martin Descarreaux, qui était, je pense, l'épisode 42 ou dans ce coin-là, je perds le fil avec le temps. En tout cas, bref, il y a un bon bout. Puis je disais, quand une personne nous répond, ça dépend, c'est généralement un signe qu'on devrait pouvoir se fier à cette personne-là. Ouais. Parce que des fois, il y a un petit peu trop de comme, c'est dans la situation A, tu fais B. Puis en plus, ce que moi, je comprends, pour le peu que je comprends par rapport à ces types de populations-là, c'est que, tu sais, des fois, on les met dans une catégorie parce que les catégories, ça nous aide à gérer les situations. Là, puis à un moment donné, ça fait que le cerveau est capable de digérer l'information, mais qu'à l'intérieur même d'une catégorie, l'intervention avec une personne qui est à un endroit du spectre de l'autisme puis une personne qui est à l'autre endroit du spectre de l'autisme, ce ne sera pas la même intervention. Puis ça, tu sais, il y a des éléments intéressants à parler où est-ce que, tu sais, je te dirais peut-être brièvement, je pense qu'un des enjeux de cette personne-là, c'est que tu as parlé tout à l'heure de ce que les personnes veulent. Ouais. Mais des fois, un des défis qu'ils ont, c'est ce que la personne atteinte du trouble de l'autisme veut et ce que le parent veut par rapport à ça. Parce qu'un des enjeux aussi que cette personne-là a rencontré, c'est que des fois, ils se servent un peu du sport comme le service de garde. Ou est-ce que c'est comme on le dépose très tôt, puis on va le chercher très tard. Tu sais, c'est du répit pour les parents. Puis, don't get me wrong, je peux voir, comme moi, on n'est pas dans cette situation-là à la maison, mais je peux voir comment est-ce que la charge est vraiment lourde. Même si tu aimes probablement ces personnes-là plus que tout au monde. Mais comme, fait que tu sais, est-ce que c'est ce que les parents veulent ou ce que c'est les personnes veulent? Je me doute de la réponse. Après ça, comme, qu'est-ce que tu pourrais peut-être nous dire par rapport à dire comment est-ce qu'on peut peut-être clarifier les limites avec justement les parents qui utilisent abondamment le club sportif? Oui. Je pense pas que c'est un problème qui généralise nécessairement ou qui est unique à cette clientèle-là. C'est sûr qu'il y a des besoins de répit pour ces familles-là, puis parfois ils peuvent être, ça peut être une source de répit pour eux, les activités organisées. Mais ils peuvent aussi avoir la volonté que leur enfant vive quelque chose de normal, entre guillemets, puis qu'il ait accès aux mêmes opportunités que les autres.
Puis peut-être qu'ils pensent vraiment que pour eux, c'est plaisant, mais vous allez le voir dans le comportement de la personne. Si la personne semble complètement désintéressée par l'activité. Mais c'est vrai, on pourrait parler de la même situation complètement à l'extérieur de la clientèle avec une déficience intellectuelle. Les objectifs des parents versus les objectifs puis les intérêts des enfants ou des adolescents. Mais je pense que c'est important d'être capable d'établir un discours avec les parents. Puis là, c'est sûr que dans certains contextes, on n'a pas un contact direct avec la famille, mais de tenter du moins d'établir un contact, puis au pire de nommer les besoins ou les attentes avec les parents, je pense que ça peut être déjà un bon point de départ. Puis en créant ce lien-là, puis en étant vraiment dans un espace de non-jugement, là, je pense qu'il peut y avoir quand même ouverture à la conversation. Mais oui, je l'ai déjà vu où des gens déposent leurs enfants, puis merci, je reviens 30 minutes après la fin de l'entraînement. Fait que je ne saurais pas exactement. Je pense que c'est vraiment du cas pour cas, puis dépendamment de la relation que tu as avec le parent. Puis deux dernières questions en lien avec ça. Puis maintenant que tu le dis, j'étais comme, c'est bien trop évident. Là. Je l'ai vécu comme coach, puis c'est vrai que maintenant tu dis ça, je suis comme, ça arrive, mais bon, c'est ça que c'est. Deux peut-être questions justement en lien avec la situation de cet entraîneur-là, comme est-ce qu'il existe des subventions justement pour offrir ce type de programme-là? Parce que pour les clubs sportifs qui veulent, mettons, on prend l'exemple de la natation, on prend l'exemple de l'athlétisme, que tu connais bien l'athlétisme, tu veux ajouter un corridor ou est-ce que tu as des personnes qui vont travailler justement qui ont ce type de population-là, qui vont pouvoir venir s'entraîner. Ça demande des fois des ressources, des fois ça demande quasiment un entraîneur de plus, un intervenant de plus, un soutien de plus. Est-ce qu'il y a des subventions et est-ce qu'il y a des formations accessibles pour les personnes qui voudraient justement développer l'encadrement face à ces personnes-là? Oui, donc au niveau des subventions, j'en connais pas qui sont spécifiques pour le sport. Je sais qu'il y a des subventions pour faciliter l'intégration en emploi, mais pour le sport, comme tel, un peu comme j'ai une de mes bonnes amies, son enfant a un handicap sévère et puis c'est elle qui doit débourser les frais pour tous les services qui sont obtenus. Fait que si elle veut, par exemple, avoir dans son milieu de garde, dans son service de garde, une physiothérapeute qui va offrir du soutien, une ergothérapeute, ben c'est déboursé de ses poches. C'est certain qu'elle a des services avec le gouvernement, le réseau de la santé, mais il reste que tout ce qui sort de cette offre de service-là, c'est à ses frais. La meilleure personne à qui poser cette question-là, ça serait probablement un travailleur social, parce que c'est eux qui connaissent davantage les opportunités de financement, les ressources disponibles, les organisations. Je sais qu'il y a des organismes qui vont comme, je me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, là, mais c'est comme des amitiés qui se forment. Fait que c'est des personnes, par exemple, qui n'ont pas de diagnostic nécessairement de déficience affectuelle, qui deviennent comme l'ami d'une personne avec une déficience affectuelle. Ça devient une relation réciproque. Fait que par l'entremise d'organisations comme ça, tu peux trouver des gens qui auraient un intérêt pour le sport et qui voudraient s'intéresser à cette cause-là. Mais c'est certain que dans un monde de licorne, j'aimerais ça qu'il y ait des opportunités de stage, par exemple, pour des gens en psychoéducation, des gens en travail social, dans des milieux sportifs pour faciliter l'intégration de ces personnes-là. Mais pour le moment, du moins à ma connaissance, ça se fait pas en psychoéducation. Ben, on va envoyer l'épisode au ministère puis au gouvernement pour s'assurer qu'ils changent les choses. Merci pour beaucoup. La formation, je sais qu'Olympiques spéciaux a des formations différentes sur intervenir auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme. Et si je ne me trompe pas, le CAC a aussi une formation qui touche la clientèle avec à besoins particuliers, là, si je ne me trompe pas, la déficience intellectuelle. Mais ça serait à revoir. Mais sinon, par l'entremise des Olympiques spéciaux, il y a différentes formations qui existent. Parfait. Puis par le CIC, on voulait dire l'Association canadienne des entraîneurs, pour ceux qui sont plus habitués à l'acronyme français.
Stéphanie, je regarde le temps. Ça fait déjà un bon bout qu'on se parle. Je veux quand même qu'on prenne le temps. Je sais que tu m'as dit qu'il y avait de la flexibilité là-dessus, mais je veux quand même pas abuser. Puis il y a quelques questions éclairs que je veux absolument te poser. Puis d'ailleurs, il y a une de tes collègues qui, en préparation du podcast, m'a dit Stéphanie m'a apporté une aide précieuse dans l'analyse quantitative de mes études doctorales. Elle excelle définitivement en statistique et ça fait 3 personnes qui me le disent, 3 personnes que je respecte beaucoup dans le milieu de la recherche. Fait que on parle un peu, je ne veux pas dire Madame Stats, je ne veux pas te brander nécessairement, je vais te laisser choisir si ça te colle ou pas, mais je pense que tant qu'à t'avoir là, oui, tu as l'expertise avec cette clientèle-là, mais je ne pouvais pas passer à côté de dire, OK, on a Stéphanie sur le podcast, il faut au moins faire une question sur les stats, parce que il y a des enfants qui me gossent dans la vie de tous les jours par rapport aux stats, puis comme de quoi on part avec des chiffres. J'aime les chiffres, je ne suis pas un expert de stats, mais je suis quand même assez, je veux dire, éveillé. Peut-être même woke, je sais pas à quel point je suis extrême là-dessus, pour être conscient un peu là, des enjeux par rapport à ça. Puis tu sais, pour une personne justement qui s'intéresse aux statistiques puis qui suit des influenceurs ou influenceuses, qui utilisent régulièrement des statistiques pour soutenir leurs points, qu'est-ce que tu dirais au monde, là, à ces personnes-là qui suivent ces influenceurs-là, ces influenceuses-là, de regarder en premier pour dire, OK, là, je suis dans le champ, je suis pas dans le champ, c'est-tu fiable, c'est-tu pas fiable? On regarde quoi en premier? Écoute, j'ai enseigné 3 cours de méthode de recherche la session passée. Ça te donne déjà un avant-goût de mon intérêt pour la méthodologie de recherche. Moi, je pense qu'il faut vraiment, en tant que chercheur, être capable de garder en tête qu'il n'y a pas une bonne méthodologie. La bonne méthodologie, c'est celle qui permet de répondre à ta question. Fait que dans certains contextes, une approche qualitative est beaucoup plus enrichissante au niveau de des questions qu'on a puis des réponses qu'on va aller chercher qu'une approche quantitative. Puis, je pense que ce que je voulais faire ressortir de l'étude de laquelle on a discuté, c'est que oui, méthodologiquement, c'est pas la plus rigoureuse. Des statisticiens, clairement, ils détruiraient là, ce qui a été fait dans cette étude-là. Mais il y a tout le concept d'efficacité puis d'effectivité. Fait que pour moi, des gros échantillons avec des mesures de contrôle puis des contextes qui sont quasi impossibles à reproduire dans la réalité, c'est beau au niveau statistique. Mais d'un autre côté, il faut être capable de nuancer. Puis on fait de la recherche. Puis nous, on est en intervention psychosociale. On fait de la recherche pour les gens qui ont des difficultés d'adaptation. Fait que j'adore les statistiques, j'adore utiliser des modèles qui sont complexes, mais d'un autre côté, je pense qu'il faut toujours se poser la question, pourquoi on fait cette étude-là? C'est quoi qui va nous permettre de répondre aux questions qu'on a? Donc, dans certaines études, puis encore une fois, écoute, je pourrais te parler de statistiques pendant des heures. 3 cours de 45 heures, j'en doute pas que tu es capable de nous en parler pendant des heures. Je pense aussi que, puis j'avais eu la chance d'être bien formée pour ça par mon directeur de recherche à la maîtrise puis au doctorat, Marc Lanovas, de comprendre le principe d'erreur de type 1 puis d'erreur de type 2. Fait qu'erreur de type 1, tu trouves un effet, mais il n'y a pas vraiment un effet dans la réalité. Ou erreur de type 2, tu ne trouves pas d'effet, mais en théorie, tu aurais dû en trouver un. Ça, souvent, on va voir ça quand, par exemple, tu n'as pas assez de puissance statistique, tu as des petits échantillons, etc. Faut que tu te poses la question, quel type d'erreur est-ce que tu es prêt à vivre avec dans le cadre de ton projet de recherche? Fait que, est-ce que tu es prêt à trouver quelque chose qui est significatif au niveau statistique, mais dans la réalité, c'est pas vraiment efficace? Ou est-ce que tu préfères utiliser une approche où tu préfères être super sévère puis trouver quelque chose, dire que quelque chose n'est pas efficace, mais dans la réalité, ce l'est? Par exemple, en médecine. Si on est dans une situation où aujourd'hui, les traitements pour le cancer, il y en existe plusieurs, puis sont assez efficaces, le dépendamment des cancers, probablement qu'ils sont beaucoup plus sévères puis qui veulent des effets qui sont beaucoup plus grands. Fait qu'ils préfèrent au pire que ça soit considéré non efficace, même si ce l'est, parce qu'ils veulent vraiment, vraiment éviter l'erreur de type 1. Fait que de dire, mon traitement est efficace, mais dans la réalité, il ne l'est pas. Fait que je pense que choisissez vos analyses statistiques aussi en fonction de quel type d'erreur, puis la méthodologie en fonction de quel type d'erreur. Puis tout part de ta question de recherche. Tu ne te dis pas, je veux faire
un latent class profile, puis là, choisir ta question de recherche en fonction de ça. Pars de ta question de recherche, puis de là, pose-toi la question, c'est quoi la meilleure analyse? Est-ce que c'est qualitatif, c'est quantitatif, c'est-tu mixte? C'est quoi l'approche qui va me permettre de mieux répondre à ma question? Puis là, on peut voir juste dans la réponse que tu viens de me donner là, on voit l'étendue un peu de ta compréhension des statistiques puis des méthodologies de recherche. Puis moi, ce que je retiens, c'est les deux différents types d'erreurs, de toujours en être conscient. 2, de te poser la question, qu'est-ce que ça va changer en bout de ligne? Puis j'ai fait exprès de prendre l'expression, qu'est-ce que ça va changer? Parce que ça, le côté intervention, je sais que mon superviseur de maîtrise me disait tout le temps, en anglais, il me disait, at the end of the day, so what? Qu'est-ce que ça va changer en bout de ligne? Puis, c'était pertinent. Je me rappelle d'une conférence à un moment donné, le président des Red Blacks, l'équipe de la FRG de la CFL à Ottawa, dit il y avait le congrès nord-américain de la recherche en administration du sport qui était là. Puis il a dit à tout le monde dans la salle, tous les chercheurs, il a dit, la recherche, en anglais bien entendu, il dit la recherche, là, c'est bien le fun, là, mais des fois, je me dis, at the end of the day, qu'est-ce que ça change? Là, j'ai paraphrasé un petit peu ce qu'il a dit en mélangeant l'anglais et le français, mais on se comprend là-dessus. Et le lien avec ça, qui est le plus important dans ce que tu as dit, c'est la question que tu te poses, les données que tu as récoltées, puis j'ai écrit le claim, là, mais comme l'assomption que tu fais ou la conclusion que tu vas en retirer. Puis des fois, moi, ce que je trouve qui est problématique sur les internets, comme on dirait, c'est de dire comme on part d'une donnée, puis on dit ça veut dire ça. Attends un peu, là. Je veux dire, tu peux pas juste partir de ce chiffre-là puis après ça dire que telle personne ou tel effet ou telle intervention ou tel type de protéines ou tel type d'alimentation, la diète cétogénique, ça fait telle affaire. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Là-dessus, vas-y, je veux que tu renchères. En fait, je vais juste dire que je pense que c'est ça, une étude, même l'étude la plus rigoureuse, le RCT, l'étude randomisée contrôlée avec le moins de biais possible, une étude à elle seule ne donne pas une réponse. C'est vraiment quand on regarde l'ensemble des études, puis c'est pour ça que les revues systématiques, puis les méta-analyses, puis là, avec le nombre de méta-analyses puis de revues systématiques sont sorties, on a même des méta-analyses de méta-analyses. Donc, ça commence à être fort au niveau de la puissance statistique. Il faut vraiment être capable de nuancer puis de regarder l'ensemble des données puis qu'est-ce que ça nous donne comme portée. Puis pas juste, on a lu une étude, l'effet est significatif, fait qu'on considère automatiquement que l'intervention est efficace. Là. Il y a plein d'autres variables qui peuvent venir influencer. Mais oui, puis je pense que le plus gros problème avec la recherche, c'est qu'on ne travaille pas assez avec le terrain. C'est sûr qu'il y a des chercheurs qui sont incroyables puis qui font vraiment des efforts puis qui ont des partenariats incroyables, puis ça fait en sorte que leurs données sont assez facilement ou rapidement implantées dans le milieu. Mais la réalité veut que ils disent que le terrain ou l'intervention du moins, si on prend l'intervention psychosociale, est comme 10 à 15 ans en arrière des connaissances scientifiques. Wow. Donc, ça aussi, je pense qu'il faut le considérer. Fait que, est-ce que c'est pertinent, encore une fois, de toujours vouloir contrôler, avoir les données les plus rigoureuses possibles, ou est-ce qu'on devrait aussi prioriser les études qui sont peut-être un petit peu moins rigoureuses, mais pour lesquelles on peut avoir un impact plus rapidement là, sur le terrain? C'est vraiment bien dit. Si je peux enchaîner avec l'avant-dernière de mes questions éclairs pour aujourd'hui, si tu peux mettre une citation sur un Jumbotron ou dans un aréna ou un stade, ce serait laquelle et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? J'ai-tu le droit de t'en donner 2? Oui, bien certainement, certainement. Mais d'abord, ça sort un petit peu là, du cadre des projets de recherche qu'on a discuté, mais vraiment pour ma passion du sport dans ma vie personnelle, puis aussi dans ma recherche, mais pas nécessairement l'activité physique. Là, on parle vraiment de sport. Il y avait Nelson Mandela qui disait que sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. Fait que vraiment, là, le sport, ça peut être un outil tellement puissant. Puis c'est là où, tantôt, je te disais, oui, c'est intéressant toute la portion performance sportive, mais ça a tellement de valeur au-delà de ça, le sport. Pour moi, là, aujourd'hui, en tant que chercheur, si je considère que je suis capable de bien faire ma job, c'est fort probablement à cause de tous les apprentissages que j'ai faits par l'entremise du sport, la carapace que j'ai développée en tant que sportive,
Donc, cette citation-là, j'aimerais tellement ça qu'on puisse la mettre sur ce Jumbotron-là, comme tu dis, parce que avec tout ce qui est sorti comme bêtises dans les dernières années sur le sport, toutes les situations déplorables, que ce soit en gymnastique, que ce soit en hockey, que ce soit en nage synchronisé, en patin artistique, il y a tellement de médiatisation négative autour du sport, puis avec raison, là, les situations méritent d'être discutées, mais je veux pas que la population perde leur la foi dans le sport. Ouais. Puis le nombre de personnes que j'ai entendu me dire « Jamais je vais inscrire mes enfants dans le hockey ». C'est tellement un beau sport si on est capable d'améliorer le contexte dans lequel c'est fait. Ouais. Donc, je veux pas que les gens cessent de voir la pertinence du sport dans la vie de leurs enfants, dans leur propre vie. Parce que quand c'est fait dans des conditions qui sont positives, ça peut tellement avoir des bienfaits, tant au niveau personnel qu'interpersonnel, qu'environnemental, social. Ouais, ça peut être super large. Fait que ça, c'est la première. Puis la deuxième se rattache un petit peu plus à mes études. C'est une citation par Scott Hamilton, qui était un patineur artistique. Si je ne me trompe pas, il a gagné la médaille d'or aux Olympiques en 1984. Dans ce coin-là, il faudrait voir si je suis dans les bonnes années, dans la bonne année, mais dans ces environs-là. Puis il avait gagné aussi, là, je pense qu'il avait gagné au moins 4 Coupes du monde là, en patinage artistique. Puis lui, il avait dit « The only disability in life is a bad attitude ». Donc, je trouve que c'est intéressant puis c'est fort parce que ça touche un peu là, les mouvements sociaux qui sont faits en lien avec, c'est quoi une inadaptation psychosociale? C'est basé sur nos normes d'adaptation. Fait que est-ce que les gens sont vraiment inadaptés ou est-ce que l'environnement n'est pas adapté à eux? Fait que toutes ces questions-là se posent. Mais la raison que je choisis cette citation-là, c'est il faut que les gens comprennent que toute personne a des compétences puis des capacités. Puis, on doit être capable de reconnaître. Fait que c'est pas parce qu'une personne a un diagnostic de déficience intellectuelle qu'elle n'est pas capable de participer, mais si l'attitude des personnes autour de eux est négative puis on voit pas sa capacité à y participer à cette activité sportive-là, c'est là où on est dans une situation d'inadaptation. Mm-hmm. Puis je sais pas si tu as vu récemment passer là, les publications, les annonces, là, je ne sais pas exactement comment on les qualifierait. Là. Il y avait une jeune fille qui était trisomique, puis elle disait If you think I can't, I won't. En tout cas, vous irez voir. Ouais. C'est super intéressant, puis super inspirant. Puis c'est comme, si tu penses que je peux pas, si tu prétends que je peux pas boire de l'alcool, probablement que je ne peux pas en boire. Si tu prétends que je peux pas avoir une relation amoureuse, probablement que je vais pas en avoir. Fait qu'elle est comme, puis à la fin, ce qu'elle dit, c'est think I can, so I will. Fait que ça aussi, fait que ça s'aligne un petit peu avec ça. Alors, c'est ça. La mauvaise attitude, être négatif, ne pas penser que c'est possible, ne pas être capable de voir les compétences des personnes, c'est ça qui est l'inadaptation. Ouais. Et ça fait penser un peu à l'effet Pygmalion, ce que tu as dit, ce que tu perçois de la personne, c'est probablement ce qui va se réaliser en bout de ligne. Dernière question, toi qui es mère de 2 jeunes enfants, bientôt potentiellement 3, parmi les 3 disciplines suivantes, laquelle des options est partante, réserviste ou coupée si tu veux voir tes enfants devenir dans les meilleurs au monde? Toi qui as fait de l'athlétisme, qui a fait du cross-country puis qui a fait de la gymnastique, laquelle là, des disciplines, c'est vraiment comme ça, c'est la partante, là, c'est la plus belle, réserviste, c'est comme, c'est mon deuxième choix, puis l'autre, s'il y en a une que je voudrais trouver, c'est celle-là. Puis j'ai essentiellement fait 3 que tu as vécu toi-même comme athlète. Comment tu classerais ça? La question qui tue. Fait que là, tu as mis gymnastique, athlétisme et cross-country. Ouais, partante, réserviste ou coupée. Laquelle des disciplines tu mets à quel endroit? Moi, j'ai tellement aimé la course à pied, là, mais j'ai tellement aimé la gymnastique aussi. OK, je vais y aller avec gymnastique partante. Ceci étant dit, j'inscrivrai probablement jamais mes enfants en gymnastique parce que ça m'a détruit le corps.
Ah! Physiquement. Détruit le corps. Dit-elle qu'il va accoucher de 3 enfants bientôt et est capable de courir encore des 42 km à 27 ans, je crois. Donc, oui, mais ça me prend un clavier adapté pour taper à l'ordinateur. Ah! Pour vrai? OK. Ouais. Puis des Ah! problèmes des fois au niveau des douleurs au niveau du dos. Bref, OK. pour mon âge, quand même un corps un petit peu magané, surtout au niveau de mes poignets. Mais j'ai eu comme 8 plates là, OK. dans ma carrière de gymnastique au niveau des poignets, puis des chirurgies. Fait que j'ai adoré ce que la gymnastique m'a apporté au niveau des life skills. J'ai trouvé que ça m'a tellement forgé comme personne. Fait que la gymnastique, puis le fait qu'il y a 4 disciplines à l'intérieur du même sport aussi, ça nécessite vraiment une discipline, là, puis une capacité à être très à s'adapter dans différents contextes. Puis je trouve aussi que ce sport-là t'apporte à être capable de faire plein d'autres sports par la suite. Parce que tu as juste des bonnes habiletés physiques, là. Donc, partante gymnastique, réserve cross-country. Parce Et que tu coupes il y a quelque l'athlétisme? chose. Oui, mais il y a quelque chose de courir dehors. Il y a quelque chose de courir dehors à l'automne, là. Encore aujourd'hui, puis ça fait quelques années là, que j'ai fini de compétitionner sur le circuit universitaire en athlétisme puis en cross-country. Si je sors dehors puis il fait 10 degrés, là, une belle journée d'automne, je sors dehors puis je dis tout le temps à mon conjoint, je dis ça sent le cross-country aujourd'hui. Donc, il n'y a rien comme courir dehors avec une brise fraîche en shorts puis en camisole. Je mets pas tant de camisole, mais je te dirais que si mon genou me le permettait, c'est pour ça que j'ai switché au gravel bike justement, si mon genou me le permettrait, bref, en tout cas, vous allez me pardonner, ce sera pas la première erreur de français sur le podcast. Le cross-country, c'est tellement le fun. Tu sais, juste de courir, puis même les descentes dans le bois, ces choses-là, là, c'est superbe. Puis notre cross-country est vraiment différent qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ça va souvent être comme dans des champs, dans des espaces plus sur de la gravelle. On se dit, en tout cas, du 0,3 mais Mathieu Blanchard, là, qui a fini 2e, je pense, du UTMB, là, du Ultra Trail du Mont-Blanc, comme il dit, on a dans les pistes les plus techniques et les plus belles pistes au monde et les pistes les plus techniques au monde. Fait que si vous êtes capable de faire du cross-country au Québec, vous êtes capable d'en faire partout dans le monde. Exact. Mais Maxime, mon conjoint, il dirait que cross-country, c'est le pire sport parce que souvent, on compétitionne sur des terrains de golf. Puis là, on dommage les lui, il fait un sport où est-ce que tu frappes un coup, tu embarques dans ta voiture, tu t'en vas au prochain trou. Là, c'est pas le même effort physique. Il marche toujours. On se comprend. Je le taquine. Puis le dernier, je mettrais athlétisme. Mais ici, je pense que je devrais séparer athlétisme. Intérieur, ça serait définitivement le dernier, le plus loin. Parce que courir autour d'une piste de 200 mètres, là, c'est vraiment long. Je me rappelle de faire des 3000 mètres à l'intérieur. Là, puis même quand je faisais des 800 mètres, j'étais comme, il me reste-tu un tour ou il m'en reste 2? Il m'en reste un ou 2? Puis t'en as juste 4 à compter. Fait que quand tu as 15 tours à compter, tu te perds éventuellement là, dans ton compte. Fait que je mettrais athlétisme extérieur puis après ça, athlétisme intérieur. Moi, ce que je comprends de ton analogie avec les tours, c'est invitez pas Stéphanie à une course de NASCAR parce qu'elle va s'emmerder rapidement. Probablement. Ceci étant dit, merci beaucoup pour ton temps, pour la belle conversation et toutes les nuances que tu as apportées dans qu'est-ce qu'il faut considérer là, à niveau de cette clientèle-là. Avant de dire salut à tout le monde, je te donnerais peut-être le micro pour le mot de la fin et puis comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre si jamais ils ont des questions. Oui, donc merci. Merci à toi. C'était super le fun là, comme expérience. Là, comme tu as mentionné tantôt, c'est mon premier podcast, donc ça me donne le goût d'en faire d'autres, un peu comme quand on disait, si on donne des opportunités d'activité physique, peut-être qu'ils vont avoir le goût d'en faire d'autres. Oui, super belle expérience, super belle plateforme avec plein de beaux chercheurs qui ont été invités là, à ton podcast. Ce que je dirais, c'est aux gens, la recherche avec les clientèles qui sont des personnes qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, c'est vraiment pas facile. Le recrutement est difficile. L'éthique, les demandes d'éthique, c'est complexe parce qu'on parle de gens qui sont vulnérables.
Puis après ça, quand tu ajoutes la composante activité physique, sport, ben, il y a une composante sécurité aussi qui vient s'ajouter à ça qu'on doit considérer. Donc, il faut vraiment, ça prend beaucoup d'efforts puis de motivation, mais c'est tellement important. Puis ces gens-là peuvent tellement bénéficier des mêmes choses que nous. Donc, je dirais de ne pas se décourager, même si c'est difficile, puis si les études ne fonctionnent pas telles que prévues. Je pense que l'exemple de l'étude que j'ai faite en est un bon. C'est pas au niveau méthodologique l'étude la plus solide, mais les reviewers, puis l'équipe d'édition de la revue ont vu la pertinence sociale. Fait que je pense que tu es capable de trouver aussi un fit là, pour publier ce type d'études-là. Donc, de continuer à foncer là, pour faire cette recherche-là qui est si importante et appréciée aussi là, par les gens du milieu. Pour me rejoindre, je dirais que mon ResearchGate, là, il y a toutes mes informations qui sont à jour sur cette plateforme-là. Donc, Stéphanie Turgeon sur ResearchGate, vous allez me trouver. Sinon, si vous tapez dans Google Stéphanie Turgeon, UQO, fait que UQO, Université Québec-Outaouais, ça va vous apporter également à ma page de recherche sur laquelle il y a mes coordonnées. Mais comme ça, là, je peux vous donner mon courriel, là, c'est pas super compliqué. J'imagine, Frank, que tu vas le rendre. On va tout mettre ça dans la description de l'épisode. Pas besoin de l'énumérer. Mais ça va être tout accessible. Fait qu'on comprend les gens. Ils peuvent te rejoindre sur ResearchGate, peuvent te rejoindre par courriel. Puis comme tu l'as dit tout à l'heure, ça te fait plaisir de répondre à des questions de façon plus informelle, tu sais, pour t'avoir connu en dehors du milieu académique, du milieu scolaire, comme clairement que la volonté d'aider, elle est toujours présente. Et puis ça, c'est une de tes belles qualités. Je te remercie d'avoir partagé tout le contenu avec nous aujourd'hui. Et puis là-dessus, tout le monde, ben, je vous dis un gros merci pour avoir syntonisé, écouté un autre épisode de Temps d'arrêt. Puis un gros merci à Stéphanie, à toi d'être venu avec nous. Donc, à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section Contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt.